Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Les gars, nous allons écouter ici attentivement la vidéo de l'honorable Michel Barbeau qui a fait un débrief de la situation avec le Conseil d'État. Après que la CEI ait donné des résultats frauduleux, le Conseil d'État est venu confirmer la victoire de M. Adama Bitogo qui avait déjà dit à l'avance qu'il allait gagner coûte que coûte et vaille que vaille. Adama Bitogo avait prédit sa victoire et avait dit que rien n'allait l'empêcher de gagner. Donc tout était fin prêt. C'est pourquoi ils disent toujours c'est bouclé. Ce qui est bouclé, on sait pourquoi c'est bouclé. Comme je suis en train de vous dire la team, quand quelqu'un vient et vous dit tout est bouclé, tout est géré, c'est parce qu'il a payé ce qu'il devait payer. Mais aujourd'hui, l'honorable Michel Barbeau essaie ici, dans cette vidéo, de dire ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qu'il faut faire pour l'avenir. Et c'est ce qui me plaît avec les candidats du PPACI. Parce qu'il a surtout rajouté que pour certaines injustices, selon l'opposition en 2010, ils ont porté les armes, selon l'opposition. Parce qu'Alassane Ouattara, M. Guillaume Soro, avec beaucoup d'autres leaders, et même le feu président Rekonan Bédié, s'étaient mis ensemble. Mais le président Rekonan Bédié, lui, n'a jamais été dans la rébellion. Il faut le préciser d'emblée. Il n'a jamais été ni de près ni de loin dans la rébellion. Les rebelles, on les connaît. Ils ont porté des armes, ils ont affamé le pays, ils ont détruit le pays pour une supposée injustice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire subit l'injustice avec l'élection qui vient de se dérouler. Quand on arrache la victoire de l'honorable Michel Barbeau, quand on arrache la victoire de Damana Adjapikas, quand on arrache la victoire de Hubert Oulaï, quand on a arraché la victoire de beaucoup de candidats du PPACI, même de Feur Akembo, on a arraché sa victoire. Ils sont nombreux comme ça qui ont perdu dans les résultats et pourtant ils ont gagné sur le terrain. Et c'est ce qui n'est pas respectable. Mais seulement ce qui est le plus encourageant, c'est que ces membres, ces candidats demandent aux militants de se remobiliser. Parce qu'on ne se limite pas aux élections de 2023. Le véritable enjeu, c'est 2025. Ouattara va disparaître. Il va partir, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va disparaître. Parce qu'en réalité, en 2025, il n'y a rien qui peut faire que M. Alassane Ouattara soit encore président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Barbeau vient pour récupérer son siège que M. Ouattara a pris à la force des armes, pas à la force, c'est-à-dire pas à la force de la politique, pas à la force d'un vrai projet politique. Même c'était ça. Il avait dit que chaque Ivoirien son toit. Aujourd'hui, chaque Ivoirien n'a pas son toit. C'est pendant sa mandature que les Ivoiriens ont décidé de partir en aventure plus que jamais. Alors que lui dit qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Donc, M. Alassane Ouattara n'est qu'un imposteur qui passe son temps à voler les élections pour donner à ses proches, qui crée même des postes pour récompenser ses meilleurs amis. Et vous pouvez constater que c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Alors, je salue ici tous les candidats du PPACI qui demandent aux militants de se remobiliser et surtout qui passent un message fort dans leurs différents discours pour faire un compte rendu de la dernière élection. La team, écoutons ensemble ici l'honorable Michel Barbeau. Écoutons. Bonjour et merci de votre présence. C'est un plaisir de vous voir de nouveau. Le 3 octobre dernier, le Conseil d'État a validé l'élection de la liste conduite par le candidat du RHDP, Ayupougon. Je m'incline devant la décision de l'institution qui n'est susceptible d'aucun recours, même si, il faut l'avouer, j'en suis peiné pour notre commune. Nous avons gagné l'élection, mais nous avons perdu le résultat. Je ressens de la fierté et de la gratitude pour cette formidable campagne. Avoir été le candidat tête de liste à Yopougon a été l'un des plus grands honneurs de mon existence. Notre responsabilité sera de continuer à faire notre part et nous resterons vigilants quant aux intérêts de la population. Je veux ici remercier tous les membres de l'équipe de campagne. Alors de mémoire, il y a le directoire, il y a la direction de campagne, il y a le directeur de campagne, les 75 membres du conseil municipal avec lesquels nous avons travaillé, donc de la liste, les cadres du parti, les DLC, les gaz, bon, ce sont des dénominations internes à notre parti, la vague blanche, tous
tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci également à nos partenaires et bien sûr aux différentes communautés, les communautés villageoises, les communautés confessionnelles, les communautés tribales, les communautés associatives, donc les associations de femmes, les associations de jeunes, tous les groupements d'intérêt économiques, les syndicats. Donc en fait, je leur dis merci. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accompagnés et compris. Merci aussi aux avocats et aux commissaires de justice qui ont suivi le processus judiciaire. Je serai toujours reconnaissant envers vous tous. Cette défaite blesse, surtout par son caractère injuste. C'est pour cela qu'il faut que le Conseil d'État nous mette à disposition l'expédition de sa décision. Je veux dire le contenu, afin que ses motivations soient connues pour demain. À tous ceux qui nous ont accompagnés, je dis soyez sereins. Ne cessez jamais de croire en votre combat, car en réalité, vous avez gagné. Et nous y arriverons coûte que coûte. Mais nous avons besoin de continuer. C'est le lieu, ici, d'appeler tous les militants à retrousser les manches et à se préparer pour les batailles futures. Chers amis, 2025, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Yopougon. Je vous remercie. Et après ces propos liminaires, chers amis de la presse, je me tiens donc à votre disposition pour les éventuelles questions que vous voudrez bien poser. Les commissaires de justice, nos avocats, ont constitué, selon la procédure en vigueur, une requête qu'ils ont déposée donc au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a confirmé la décision de la CEI. Ce que je regrette évidemment, vous le comprenez. Voilà. Je viens donc maintenant pour vous lire cette déclaration, pour dire que je prends acte de cette décision. Je prends acte de ce qu'il n'y a pas de recours possible après une telle décision. Et j'appelle donc à la remobilisation pour les batailles futures. Parce que vous savez que la vie politique, c'est une dynamique. Et je dis que 2025, c'est maintenant. Nous allons nous préparer, nous allons retrousser les manches. C'est difficile pour moi de m'aligner parce que sur les positions des autres adversaires, parce que chaque parti a son mode de fonctionnement. Pour dire vrai, partout sur le territoire national, le PPACI a siégé dans les différents conseils qui se sont ouverts. Au plateau, par exemple, le représentant du PPACI a donné même sa voix au candidat élu. Et la hiérarchie du PPACI n'a pas pris de décision demandant aux militants de ne pas siéger. La particularité de Yopougon, c'est que nous aimons bien prendre nos décisions ici en tenant compte de l'avis de tout le monde. Alors si vous avez remarqué, à la première réunion du conseil municipal, nous n'y étions pas. Nous n'y étions pas parce que nous sommes actuellement en consultation avec les différentes structures locales du PPACI pour pouvoir officiellement donner l'information.
et puis ensuite recueillir l'avis de tous. Mais en principe, nous allons siéger, puisque la direction du parti n'a pas pris de position, contraire. C'est une question qui m'a gêné, parce que nous étions à la limite d'une situation de non-droit. De quoi s'agit-il? L'équipe actuelle, l'équipe municipale, doit prendre fonction, et pour qu'elle puisse prendre fonction, elle doit être installée par monsieur le préfet. Et quand elle prend fonction, c'est à partir de janvier 2024. Voilà, le temps que l'année 2023 soit épuisée par l'ancienne équipe. Voilà comment fonctionne habituellement le système ivoirien. C'est pourquoi, en théorie, les élections sénatoriales devaient se dérouler après l'installation de l'équipe actuelle, n'est-ce pas? Regardez ce qui s'est passé. Ils ont organisé la sénatoriale de manière précipitée, pour des raisons que nous ignorons, en abusant en quelque sorte de l'autorité de l'État qu'ils détiennent pour l'instant. Et c'est après ça qu'ils ont fait l'installation de l'équipe. Mais puisque l'installation s'est faite après, à quel titre l'équipe actuelle a-t-elle voté au sénatorial? C'est une question, c'est un non-sens. Comprenez? Voilà pourquoi, devant certains de vos confrères, je m'étais même ouvert de cette situation en leur disant que nous étions dans une situation de quasi non-droit. Bon, maintenant, il se trouve que les partis aussi ont leur modalité de fonctionnement et que nous avions reçu dans le même mouvement que la participation à ces élections, nous avons reçu instruction de participer aux élections sénatoriales en tant que candidat pour certains, en tant qu'électeur pour d'autres. Bon, donc nous avons effectué cela. Se disant victimes d'un certain nombre d'injustices, un certain nombre de nos compatriotes ont organisé une rébellion armée qui a endeuillé ce pays. Et tout cela s'est achevé par une guerre post-électorale dans les années 2010-2011. Ce n'est pas notre style. Ce n'est pas notre mode de travail. Nous sommes respectueux des institutions, nous sommes respectueux de la République. Et notre mode de travail, c'est la voie démocratique. Remarquez ce qui se passe. Tenez compte des faits. Quels sont les faits? Le directeur de campagne a tenu une conférence de presse. Moi-même, à l'annonce des résultats, j'en ai tenu une. Notre avocat s'est prononcé après la décision du Conseil d'État, et il s'était même prononcé avant sur l'arrestation de certains militants qui voulaient voter et qui en ont été empêchés. Et aujourd'hui, je fais une conférence de presse. Alors, retrousser les manches, c'est travailler avec tous les moyens démocratiques à notre disposition pour changer ce régime, gagner les élections et mettre la personne qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est cela, se retrousser la manche. Évidemment, cela implique que nous gagnerons de toute façon les élections municipales à Yopougon, parce que je vous le répète, nous avons gagné ces élections, même si nous avons perdu les résultats. Ce n'est pas pour le moment, ce n'est vraiment pas pour le moment, et ça n'a jamais été en tout cas à l'ordre du jour. Voilà ce que je peux vous dire, cher ami. Même si je vous remercie de me prêter des intentions nobles, mais je vous remercie. Voilà. Mais ceci étant, l'objet de cette conférence de presse, n'oubliez pas, c'est de nous remobiliser
pour gagner la commune de Yopougon. Donc il faut aussi rester concentré, cher ami. Merci. Je n'aime pas trop votre expression, votre allié d'alors, parce que c'est comme si ces deux partis n'étaient plus en alliance. Moi, je souhaite qu'on soit plus pragmatique. Il faut s'en tenir aux faits. Ces deux partis étaient en alliance, ou sont en alliance, mais dans certaines circonscriptions, cette alliance a été confirmée. Dans d'autres circonscriptions, cette alliance n'a pas pu avoir lieu. Mais il reste, du point de vue formel, deux grands partis politiques en alliance, en tout cas pour l'instant, n'est-ce pas? Maintenant, effectivement, à Yopougon, ça n'a pas été formalisé. Mais pas simplement à Yopougon. Dans d'autres circonscriptions, ça n'a pas été formalisé. Mais dans d'autres circonscriptions, ça a été formalisé. Hein. Je crois que dans le Haut-Sassandra, il y avait une alliance, ou encore... à Djamé, il y avait une alliance, etc. Voilà. En réalité, de notre point de vue, nous qui pensons avoir été spoliés de notre victoire, la question n'est pas celle de l'alliance, la question est celle de la tricherie. Nous avons gagné les élections, mais nous avons perdu les résultats à cause de la tricherie. Donc le véritable problème est là. Nous comptions sur le Conseil d'État pour dire le droit et rien que le droit. Hélas, nous avons été déçus. Mais le véritable enjeu maintenant pour les futures élections, c'est de faire en sorte de minimiser la tricherie pour que le résultat qui soit donné reflète réellement la volonté des populations. C'est ça qui est un combat qui devra être mené et par le PDCI-RDA et par le PPACI pour les années à venir. Comment faire en sorte qu'au niveau législatif, des règlements soient pris? Comment faire en sorte pour qu'il y ait une réforme de la CEI? Comment faire en sorte pour que le listing électoral ne soit plus trépatouillé, etc., etc. Pour qu'il n'y ait plus de louba, pour qu'il n'y ait plus de bourrage d'urne, pour que les représentants des candidats ne soient pas chassés des bureaux de vote. Mais il y a comme ça un certain nombre de questions liées directement à la tricherie et à la fraude qu'il faudra régler. Là est le véritable problème. Après, est-ce que si vous étiez alliés, est-ce que si vous étiez... Bon, ça c'est de la politique fiction. On ne peut pas vraiment rentrer dans ce débat. Restons concentrés sur la lutte contre la fraude, parce qu'il faudra bien qu'à un moment donné, notre pays arrive à un équilibre démocratique. Je pense que c'est très important. « 2023 était la première opportunité pour les trois grands partis politiques, pour d'autres aussi, je ne minimise personne, mais pour les trois grands principaux partis politiques, de se présenter ensemble à une élection municipale. Première chose. Mais deuxième chose, c'était aussi la première fois que nous allions évaluer de manière concrète la crédibilité de la CEI. Je dois constater à mon grand regret qu'il ne s'est pas agi d'une élection, mais d'une nomination qui a coûté cher aux contribuables ivoiriens, et que cette CEI, dans sa forme actuelle, n'est pas habilitée, mais pas du tout, à pouvoir organiser les élections de 2025. C'est mon point de vue. Alors, est-ce qu'il faut une CEI sans hommes politiques, notamment dans ces démembrements locaux? Est-ce qu'il faut une CEI avec un peu plus de techniciens du droit, un peu plus de techniciens de la société civile? Mais est-ce que ça existe même des gens de la société civile qui ne sont pas apparentés à telle ou telle organisation politique, etc.? Quelle formule faut-il trouver? Faut-il changer même le nom de cet organe? Certains disent même, comment peut-on parler de comité électoral indépendant alors qu'il n'y a que des politiciens dedans? Voilà. Est-ce que la formation de la CEI en 2010
au moment où nous entrions dans une sortie de crise, est encore compatible avec la réalité d'aujourd'hui? Bon, il y a toute un ensemble de questions qu'il faut se poser. Est-ce que le listing électoral tripatouillé avec lequel nous avons travaillé là, on peut aller à une élection avec ça? Dans un pays normal, on a à peu près 0,7 ou 8% d'orphelins. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a 2 millions d'inscrits qui n'ont ni père ni mère. Ça pose question. C'est le seul pays au monde où il y a des centaines de personnes qui ont 60 enfants, 50 enfants. Donc, vous voyez, c'est tout le processus électoral en fait qui pose question. La CEI elle-même a démontré son incapacité à organiser des élections de manière crédible dans notre pays. Il ne faut pas qu'elle devienne encore un instrument de crise pré- ou post-électoral. En tout cas, voilà un peu, à mon humble niveau, le cri de cœur que je peux lancer.